de sanctions en infofil rouge. On va les aborder à présent, puisqu'hier on nous disait que les sanctions lourdes ont été annoncées, mais on ne savait pas exactement quelles en sont ces sanctions. Akumba, vous nous apprenez qu'elles sont enfin connues, ces sanctions. Mais permettez-moi quand même de placer quelques mots sur l'organigramme de la CEDEAO. Allez-y. Avant d'aborder les sanctions qui ont été décidées et annoncées par le communiqué final de la CEDEAO. La CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, compte 3 grandes instances. La première est l'exécutif, la deuxième est le législatif et la troisième le judiciaire. Au sommet de ces 3 structures-là de la CEDEAO se trouve le président de la conférence des chefs d'État et des gouvernements. Donc Ambalo est actuellement le président de ces 3 structures qui constituent la structure de gouvernance de la CEDEAO dont j'abordais tout à l'heure. Alors, Ambalo, c'est comme si vous dites, pour être simple, c'est comme si vous dites Mamadi Doumbouya en Guinée. C'est le président des présidents. C'est le président, c'est celui qui soumet l'agenda, c'est celui qui le défend. Et hier, il a réussi à obtenir l'unanimité des chefs d'État présents. Je dis bien l'unanimité des chefs d'État présents sur les sanctions concernant la Guinée. Donc il n'est pas que porte-parole, comme ça se disait dans ses discours. Il n'a jamais été porte-parole. Sur la commission de la CEDEAO qui doit avoir un porte-parole, il y a Aliou Touré actuellement. Je pense que c'est assez simple et il fallait quand même consulter le ministère des Affaires étrangères avant de se prononcer. C'était aussi simple que ça. Alors, le communiqué final dont nous avons une copie en main, s'il est authentique bien sûr, a décidé du gel des avoirs financiers. A décidé également de l'interdiction de voyager pour une liste ou des listes de personnalités concernées. Ces sanctions ont été prises dans le souci de faciliter le processus de retour rapide à l'ordre constitutionnel en Guinée, une condition préalable à la paix, à la stabilité et au développement. C'est une déclaration consignée dans le communiqué final de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO tenue à New York le 22 septembre dernier, donc hier. La conférence engage toutes les institutions de la communauté à prendre des mesures assurant l'application immédiate de ces sanctions. Donc, le gel des avoirs financiers, l'interdiction de voyager sera appliquée immédiatement par l'ensemble des structures de la CEDEAO. La conférence appelle aussi l'Union africaine, les Nations unies et les autres organisations partenaires à soutenir l'application de ces sanctions et à continuer d'apporter leur soutien à la Guinée en vue de la réussite de la transition politique. La conférence demande aux autorités de la Guinée d'accepter dans un délai de 2 mois, notez bien, dans un délai de 2 mois à compter du 22 septembre 2022, une durée de transition raisonnable et acceptable par la CEDEAO sous peine de sanctions plus sévères. C'est le communiqué final qui le dit. La conférence des chefs d'État salue les efforts déployés par le médiateur de la CEDEAO, vous comprendrez que je parle de M. Boniaï, pour la Guinée et lui demande de poursuivre ses consultations avec les autorités de la transition et toutes les autres parties prenantes en vue de parvenir à un consensus sur la durée de la transition. Donc voilà un peu ce qui concerne la Guinée, l'extrait que nous avons souhaité. Oui, allez-y. Je voudrais, parce que j'ai le communiqué aussi, je voudrais compléter. D'accord, allez-y. Puisque le point 9 du communiqué conjoint dit, à l'issue des échanges qui ont suivi l'examen du rapport présenté par le médiateur de la CEDEAO pour la Guinée sur la situation dans cet État membre, et notant que des progrès insuffisants ont été réalisés, en ce qui concerne l'établissement d'un chronogramme de transition acceptable, la conférence décide d'imposer à la Guinée des sanctions graduelles au niveau diplomatique, économique et financier comme suit. Ces sanctions sont les suivantes. Petit A, le rappel pour consultation par les États membres de la CEDEAO de leurs ambassadeurs accrédités auprès de la République de Guinée. Petit B, la suspension de toute assistance
et transactions financières en faveur de la Guinée par les institutions financières de la CEDEAO, notamment la BIDC, la Banque d'investissement et de développement, donc je crois du commerce, je ne sais pas trop. Donc la suspension de toute assistance et transactions financières en faveur de la Guinée par les institutions financières de la CEDEAO, notamment la BIDC. Petit C, des sanctions ciblées à l'encontre des personnes et groupes de personnes cités sur la liste figurant dans la décision du 4 en tout cas septembre 2022, y compris les membres des autres institutions de la transition et toute autre personne cherchant à empêcher le retour à l'ordre constitutionnel en Guinée, dans un délai raisonnable. Ces sanctions comprennent donc, comme il a dit, le zèle des avoirs financiers, l'interdiction de voyager. Alors, si vous voyez, il y a des listes qui sont jointes donc, à ces noms. Donc, le zèle des avoirs et l'interdiction de voyager. Il y a une liste, par exemple, qui désigne... Prenons d'abord les membres du gouvernement. Les membres du gouvernement. Akuma, tu peux les énumérer pour nous. Bon, sur la liste concernant les membres du gouvernement de transition, vous avez Dr Bernard Gomou, Premier ministre, Alphonse Charles White, ministre de la Justice, des Droits de l'Homme, Aboubakar Sidiki Kamara, ministre délégué à la présidence chargé de la Défense nationale, Mori Kondé, ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, général Bachir Diallo, ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Dr Maurice Sandan Kouyaté, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération internationale, de l'intégration africaine et des Guinéens de l'étranger, Moussa Sissé, ministre de l'économie et des finances, Lansine Kondé, ministre du budget, Julien Yombouno, ministre du travail et de la fonction publique, Lopou Lama, ministre de l'environnement et du développement durable, Mamadou Nanyalem Bari, ministre de l'agriculture et de l'élevage, Ali Saïdouba Souma, ministre de l'énergie, de l'hydraulique et des hydrocarbures, Moussa Magasouba, ministre des mines et de la géologie, Yaya Sow, ministre des infrastructures de transport, Ousmane Gawal Diallo, ministre des postes et télécommunications, colonel Ibrahima Souri Bangoura, ministre de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, Charlotte Daffé, ministre de la pêche, de l'aquaculture et de l'économie maritime, Rose Paula Prissemou, ministre du commerce, de l'industrie et des petites et moyennes entreprises, Dr Diaka Sidibé, ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, Guillaume Having, ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, Alpha Bakar Bari, ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Mamadou Paté, je lis comme c'est écrit, Mamadou Paté Diallo, ministre de la Santé, de l'hydraulique et de l'hygiène publique, Aminata Kaba, ministre de l'information et de la communication, Lansana Béa Diallo, ministre de la jeunesse et des sports, Aïcha Nanette Conté, ministre de promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables, Alpha Souma, ministre du tourisme et de l'artisanat, Aboubakar Sidiki Kamara, ministre secrétaire... Aboubakar Sike Kamara, pardon, ministre secrétaire général du gouvernement, Elhadj Karamo Diawara, ministre secrétaire général des affaires religieuses. Ça veut dire les 28 membres du gouvernement sont donc, verront donc les avoirs gelés et interdits de voyage. Alors, il y a la liste, allons sur la liste du CNT. Du CNRD. Voilà. D'accord, CNRD. La liste du CNRD, je vais décliner celle-ci. La liste des membres du CNRD, donc Comité national pour le rassemblement et le développement, visé par le zèle des avoirs et l'interdiction de voyage. Il y a le colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, président du CNRD, le colonel Sadiba Koulibaly, chef d'état-major des armées, le colonel Bala Samoura, haut commandant de la gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire, le colonel Amara Kamara, ministre secrétaire général de la présidence de la République, colonel Aminata Diallo, porte-parole du CNRD, colonel Abdoulaye Keita, inspecteur général des forces armées guinéennes, colonel Yacouba Touré, chef d'état-major de l'armée de l'air, colonel Ahmed Mohamed Ouri Diallo, chef d'état-major adjoint des armées, colonel Bala Koivogi, chef d'état-major de l'armée de terre, colonel
Fanta Djiba Kamara, chef d'état-major adjoint de l'armée de l'air, général Abouakar Sidi Kamara, ministre délégué à la présidence chargé de la défense nationale, commissaire Abdoulaye Sampil, directeur général de la police, colonel Ali Badara Sangare, commandant du Bata GIR, commandant Mouktar Kaba, commandant du groupement des forces spéciales GFS, Fodé Amadou Fofana, homme d'affaires, Ousmane Doumbouya, homme d'affaires, colonel Philippe Magasuba, commandant du bataillon du quartier général, colonel Malik Diakité, chef d'état-major adjoint de l'armée de terre, capitaine de vaisseau Mamadou Yaya Diallo, chef d'état-major de l'armée de mer, 20 capitaines de vaisseau Mohamed Chérif Kamara, chef d'état-major adjoint de l'armée de mer, 21 colonel Moussa Kamara, directeur général de la douane. Donc 21 personnes militaires, donc membres des forces de défense et de sécurité et civils visés, 21 personnes au titre donc des membres du CNRD. Alors, il y a la liste des membres du bureau du Conseil national de la transition également. La liste des personnalités sanctionnées. Dr Dansa Kourma, président. Maïmouna Yombuno, vice-présidente. Elhaj Fassine Seni Silla, vice-président. Yamoussa Sidibé, secrétaire parlementaire. Moriduno, secrétaire parlementaire. Maïmouna Bari, secrétaire parlementaire. Fanta Conte, secrétaire parlementaire. Donc, 7 personnes, membres du bureau du CNT, visées par ces sanctions. Alors, donc, cette liste a été établie par Ambalo Oumar Sissoko, donc qui avait été chargé par la conférence des chefs d'État d'établir la liste et les sanctions en collaboration avec le président de la Commission de l'Union africaine qui est Aliou Touré. Le Gambien. Oui. Sur le sujet, il faut dire que c'est quand même les sorties, notamment de colonel Amara Doumbouya et du Premier ministre hier, constituent un gâchis. C'est un véritable gâchis parce que ce sont ces discours-là en réalité qui ont, à mon avis, vraiment précipité la prise donc de cette décision par la CEDEAO. Ce qu'il faut rappeler parce que c'était dans les tuyaux. Hein. Oui, non, c'était dans les tuyaux. Qu'est-ce qui aurait pu? Il n'y avait pas de consensus, mais c'était dans les tuyaux. Je pense que les sorties d'hier ont favorisé l'unanimité. Voilà, parce que dans le document, il faut préciser qu'il s'agit au total des membres du gouvernement aux membres du CNRD en passant par le bureau du CNT. Il s'agit de 56 personnalités civiles et militaires. Parce que ce qu'il faut dire, parce que dans le document, c'est-à-dire une partie du document qui a été présenté par Talibé, on dit au regard des progrès insuffisants. On est d'accord qu'il n'y a pas eu suffisamment de volonté de la part notamment du CNRD. Parce que depuis un an que ces militaires sont arrivés au pouvoir, qu'est-ce qui n'a pas été fait pour qu'on ouvre un dialogue, pour qu'on normalise la transition. Des manifestations ont été organisées à travers tout le pays. Il y a eu des tueries, des arrestations. Eh bien, on est toujours à la case de départ. Si vous prenez aujourd'hui la situation du Burkina Faso avec ce colonel également qui a été reçu à la tribune des Nations Unies, il y a une volonté manifeste aujourd'hui de ce militaire aujourd'hui à finir avec la transition. Je pense que c'est vraiment lamentable. C'est un simple regret aujourd'hui de constater que la Guinée n'a pas réalisé suffisamment de progrès et qu'on ait pris vraiment des sanctions contre notamment des personnalités civiles et militaires après qui vont avoir des répercussions graves notamment sur le peuple de Guinée. Et pour rappel, Akoumba, vous disiez il y a un délai qui est fixé, au-delà duquel délai si les autorités de la transition ne cherchent pas à normaliser la transition, comme je disais. C'est un mois, compté de la date d'hier. Un mois après, donc ils aggraveront, on va dire. Ils vont rajouter d'autres sanctions. Et pour terminer sur ça, le Premier ministre chef du gouvernement,
qui devrait présider, en tout cas qui on va revenir sur qui devrait s'ouvrir sur tout ça aujourd'hui, c'est complètement grillé à travers sa sortie d'hier. Je pense qu'il n'est plus un interlocuteur fiable aujourd'hui. Non, mais en réalité, il n'est plus un interlocuteur fiable aujourd'hui, en tout cas devant les acteurs, pour conduire le processus. Mamadou Diambaldé, pour 1 minute, le reste de l'émission sera bien entendu consacré à ce sujet, ces sanctions qui viennent d'être connues désormais, et accessoirement les 2 discours du colonel Amara et du PM en 1 minute avant d'aller à la pause. Vous savez, ils diront qu'ils n'ont pas de compte à l'extérieur et qu'ils n'ont pas besoin de voyager. Oui, ça, à ce stade. Oui, ça, c'est s'ils voudraient rester sourds à ces injonctions de la communauté internationale en voulant se refermer sur eux-mêmes. Ça, c'est une posture un peu la politique de l'autruche, si jamais c'est ce la gente voudrait adopter. Maintenant, ces sanctions ont pour objectif de contraindre un peu la gente à se bouger et, comment dirais-je, comme vous l'avez dit, à normaliser la transition. Vous savez, les sanctions individuelles, ça n'existait pas avant. Avant, on sanctionnait les pays. Comme l'Afrique du Sud, il y avait des embargos. Mais au bout du compte, ils se sont rendus compte que c'est le peuple qui souffre. Donc, finalement, ils ont décidé de cibler individuellement les gens pour les sanctionner. Et parfois, ça produit de l'effet. Et progressivement, si on n'entend pas de bonnes oreilles, ça peut toucher l'économie du pays parce bien sûr, avec l'interdiction des transferts et même des financements que Tadon Talibé a parlé. Ça touche toujours l'économie. Voilà. On va revenir en détail sur tout ça. Une pause s'impose et derrière on se retrouve. Voilà donc, nous restons sur ces sanctions Talibé pour parler justement de ce point 9, la décision qui dit qu'à l'issue des échanges qui ont suivi l'examen du rapport présenté par le médiateur de la CEDEAO pour la Guinée sur la situation dans cet État membre, et notant que les progrès insuffisants ont été réalisés, vous l'avez dit tout à l'heure, il a été donc, la conférence décide d'imposer à la Guinée des sanctions graduelles au niveau diplomatique, économique et financier comme suit. Il y a au petit A le rappel pour consultation par les États membres de la CEDEAO de leurs ambassadeurs accrédités auprès de la République de Guinée. Oui, Mamadou, on a reçu des appels nous demandant un peu quelles sont nos sources. On ne peut pas donner ces sources. Toujours est-il que si vous voyez la signature que porte le communiqué final, c'est la même signature qui se trouve sur les différentes listes, les paraffés, les différentes listes qui sont paraffées. Donc concernant les 56 personnalités civiles et militaires concernées par ces différentes sanctions. Alors, pour ce qui est justement de ce point 9, puisque vous en parlez, il y a donc le petit A de ce point 9, voilà, qui dit que donc le rappel, qui parle du rappel pour consultation par les États membres de la CEDEAO de leurs ambassadeurs accrédités auprès de la République de Guinée. Ça veut dire que tous les pays donc membres de la CEDEAO ayant des ambassadeurs en Guinée sont tenus de les rappeler pour consultation et certainement pour recevoir des directives. Quelles sont ces directives et quel sera le ton que les différents chefs d'État vont imprimer à leur coopération, en tout cas avec la Guinée, au nom des activités et ce qui n'avait jamais été fait depuis le 5 septembre 2021. De la CEDEAO. Donc cela engage notamment, cette décision engagement tous les États. Engage tous les États. Alors, est-ce que, puisqu'il faut rappeler, ce sont des sanctions individuelles, donc qui ciblent des personnalités de la transition. Et qui a également des incidences, puisqu'on a parlé des sanctions à caractère diplomatique, économique et financier. Donc, pour ce qui est du rappel des ambassadeurs, une question, acceptez que je me la pose. Est-ce que le Mali rappellera son ambassadeur pour consultation? Est-ce que le Mali suivra ces sanctions? C'est un peu une des interrogations qu'on peut se poser. Elle mérite d'être posée, mais la réponse est... Pour ce qui est du point A. Du point A. Il y a le petit B qui parle de la suspension de toute assistance et transactions financières en faveur de la Guinée par les institutions financières de la CEDEAO, notamment la BIDC Akumba. Allez-y, vous avez la copie sous les yeux. Évidemment, c'est ce point B en fait. Qu'est-ce qu'on peut
voir derrière cette autre sanction appliquée? Bon, vous savez, les transactions guinéennes passent certainement par des banques internationales, ça c'est un des premiers points. Deuxième point, c'est que la banque que vous évoquez est une banque appartenant à la communauté de la CEDEAO, les pays membres de la CEDEAO, et c'est une banque qui participe au financement des questions de développement, des projets de développement, mais ensuite c'est une banque aussi qui permet d'évaluer certains paramètres en termes d'évolution macro et microéconomique des pays membres, mais également c'est une banque qui fait des prêts. Donc rappelez-vous que sous Lansana Kouyaté, je pense que la Guinée avait bénéficié d'un grand prêt de cette banque que vous évoquez là, sauf erreur de ma part. Oui, c'est la BIDC, qui avait, je crois, financé l'achat des bus, des bus qu'on a appelés bus Kouyaté. Donc c'était à travers la BIDC. Parfait. Alors cette banque pourrait aussi permettre aux pays membres de suivre un peu l'évolution des transactions économiques et financières en Guinée. Mais Wouri, au-delà de ces sanctions qui sont déjà connues, des sources nous apprennent que, comme vous le savez, il a été donné un mois aux autorités guinéennes pour se conformer aux injonctions liées à une transition inclusive devant conduire au rétablissement de l'ordre constitutionnel. Absolument. Donc ce délai commence le 22, comme l'a évoqué le communiqué, le 22 septembre. Ça veut dire que le 22 octobre prochain, des sources nous apprennent que si rien n'est fait, jusqu'au 22 octobre prochain, il y aura la fermeture de l'espace aérien guinéen. Des autres espaces à la CEDEAO? Non, c'est-à-dire que les autres pays de la CEDEAO vont se fermer, c'est-à-dire que ces espaces-là ne vont pas coopérer avec les avions à destination de Conakry. Et si tel est le cas, c'est impossible d'atteindre Conakry. Sauf si vous pouvez sauter par exemple de la France sans traverser les pays membres de la CEDEAO pour atteindre le Mali et atterrir à Conakry. La source nous apprend encore que si jusqu'au 22 octobre prochain, rien n'avance, les pays membres de la CEDEAO, adossés aux organisations internationales, vont demander le départ de toutes les banques commerciales, filiales des banques internationales qui siègent en République de Guinée. Que c'est une perspective pour l'après 22 octobre 2022. Et que la CEDEAO devrait avoir une session extraordinaire au mois de décembre, plus précisément le 15 décembre 2022, si nos informations sont bonnes, et qu'à cette date, si rien n'a été encore remarqué comme évolution dans la conduite de la gestion de la transition, il y aura la fermeture de l'espace maritime de la République de Guinée, excepté pour les bateaux transportant des vivres, donc des produits alimentaires et des produits pharmaceutiques. Et à cette même date, s'il n'y a pas évolution, il se pourrait que les chefs d'État de la CEDEAO prennent la décision du gel des avoirs de la Banque centrale de la République de Guinée et du contrôle strict du SHIFT. Et notre source nous apprend qu'au-delà de cela, il y aura probablement une intervention. De quelle nature, je n'en sais pas. Bien. Alors, il y a également au point C des sanctions ciblées à l'encontre des personnes et groupes de personnes cités donc sur la liste. Talibé et Akumba l'ont cité tout à l'heure. Je note que Kone échappe aux sanctions, parce qu'on le voit souvent dans les photos des familles des membres du CNRD, mais je ne vois pas son nom. Bien sur la liste des membres du CNRD. Kone des services spéciaux. Oui. Bien, peut-être certainement qu'il n'a rien à se reprocher. Évidemment, je parlais de ce point C, Garay, où on parle donc du gel des avoirs financiers, l'interdiction de voyager, cela a été dit tout à l'heure. Derrière, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'ils peuvent se prévaloir du fait qu'ils n'ont rien à l'étranger comme patrimoine? D'ailleurs, ils l'ont dit dès le lendemain du coup d'État, mais aussi qu'ils n'ont pas forcément besoin de voyager, entre autres. Oui, tout à fait. Je sais que le schéma ne va pas du tout changer, puisqu'on a vu quand même, dès le lendemain du 5 septembre, la junte qui a été sanctionnée, et puis la Guinée a été exclue de l'instance de prise de décision de la CEDEAO. On a vu quand même les membres du CNRD dire qu'ils n'ont rien à se reprocher et que les décisions qui ont notamment été prises ne vont pas les affecter. Mais en fait, je pense qu'il y a quelque chose qui se passe que le CNRD doit justement évaluer.
évalué en ce sens que si ces sanctions sont appliquées à la Guinée, ça va être préjudiciable pour la Guinée et pour tout le peuple de Guinée. Vous savez, le pays ne se dirige pas sur un coup de tête, ça je le dis, parce qu'on ne peut pas se retrouver, faire un toast au nom de l'impulsivité, ça je le dis parce que ce qui se passe dans les rangs du CNRD, c'est quand même très grave, parce que j'ai l'impression qu'ils se retrouvent dans la soirée et après ils font un toast pour justement être impulsif par rapport à tout ce qui se passe. Je pense que aujourd'hui, la junte au pouvoir se dit justement que son cas n'est pas similaire à celui du cas malien, puisque cette junte se dit justement que nous ne sommes pas dans la zone du franc CFA, donc les sanctions qui seront appliquées à la Guinée ne vont pas être quand même trop fatales. À la Guinée, ça c'est mal se tromper. Autant ne pas avoir de sanctions que d'avoir des sanctions, c'est très important. Et je pense que la junte au pouvoir doit se mettre dans la posture aujourd'hui d'éviter ces sanctions à la Guinée, mais à l'allure où vont les choses avec le ton qui monte, on a vu ce qui s'est passé hier et je pense que du point de vue diplomatique, les termes, le style, les expressions, les mots employés ne s'y est pas. Je pense que la souveraineté que la junte au pouvoir réclame n'est pas quand même un bain de bouche. On ne peut pas quand même réclamer cette souveraineté et puis avec des mots déplacés. On ne peut pas réclamer le panafricanisme avec des mots déplacés. Je pense qu'on doit être assez responsable pour justement éviter de telles situations. Encore une fois, pour Bernard Gomou qui tient des propos déplacés à l'endroit du président en exercice de la CEDEAO, je pense qu'aujourd'hui, Bernard Gomou donne raison aux différentes grandes coalitions politiques du pays qui ont rejeté le cadre de dialogue que lui, il devait... Sous son autorité notamment. Et sous son autorité, puisqu'il renvoie l'image de quelqu'un qui ne peut pas quand même offrir à la classe politique ce qu'elle réclame. Et aujourd'hui, on peut se dire exactement que si Bernard Gomou se met dans la posture de tenir des propos de la sorte et dire exactement au président en exercice de la CEDEAO qu'il n'est pas habilité à parler du cas guinéen, alors que les préalables imposés par la classe politique, c'est justement un cadre de dialogue qui doit regrouper gouvernement, CNRD, et puis classe politique, société civile, placée sous la médiation de la CEDEAO. Et cela renvoie à dire qu'il est en train de rejeter cette proposition, ce schéma de la classe politique. Et je pense que si ça va comme ça va aller encore en crescendo. Bien. Merci Garay. Emmanuel, il y a cet autre point, le point 12 de ce document qui dit que la conférence appelle l'Union africaine, les Nations unies et autres organisations partenaires à soutenir l'application de ces sanctions et à continuer d'apporter leur soutien à la Guinée en vue de la réussite de la transition politique. Donc il y a, évidemment, il y a le principe donc de ce qu'on appelle de subsidiarité, c'est du classique qui va s'appliquer et c'est pas rien. C'est du classique et évidemment ce n'est que par ça que la CEDEAO peut se montrer en réalité virulente, parce que si ça ne tient qu'à elle et à son espace, il y a toujours une petite bouffée d'air qui pourra atteindre le CNRD. Donc le point où on peut vraiment réussir à asphyxier, c'est réussir à obtenir l'aval ou l'accompagnement, en tout cas le soutien des institutions qui dépassent la CEDEAO, donc l'Union africaine, l'ONU, le G5, tous ceux-là qui peuvent notamment offrir une bouffée d'oxygène à la junte lorsque la CEDEAO décidera de lui couper l'oxygène. Donc oui, ça c'est une mesure qui relève pratiquement du classique et je pense que c'est de là même que tiendra, il faut prendre au sérieux. C'est de là que tiendra la virulence ou non des sanctions imposées par la CEDEAO, parce que évidemment vous pouvez fermer l'espace CEDEAO, mais si par exemple d'autres compagnies qui ne sont pas de l'espace CEDEAO décident quand même de venir en Guinée, elle ne peut pas. Évidemment, elle ne peut pas parce qu'elle traverse l'espace aérien des pays membres de la CEDEAO qui vont le leur interdire. La même sanction a été prise contre le Mali, mais je rappelle que Air France continue à desservir quand même, comment on appelle, Bamako. Attention. Donc il y a toujours ce genre de mécanisme auquel on peut faire face à un moment. Parce que là où ça va être déterminant de mon point de vue, si ça s'applique à l'international, c'est là où ça va faire mal. C'est là où ça va faire mal si ces institutions décident de soutenir les sanctions donc imposées par la CEDEAO. Mais je crois quand même que
il y a un bémol qu'il faut mettre à cela, c'est que le risque aussi se situera au niveau où les États vont décider, par exemple, de mettre en avant leurs intérêts particuliers. Quand au-delà des la pays, coopération bilatérale, au-delà des pays de la CEDEAO, d'autres pays qui ne sont pas membres de la CEDEAO, je le citais tantôt, dont la France, qui avait au départ soutenu les sanctions contre le Mali, avant ensuite de reprendre ses vols vers Bamako. Donc, vous pouvez avoir affaire à ces intérêts directs où des pays comme la France, l'Allemagne ou je sais pas, n'importe quel autre pays au monde peut décider qu'au nom de ses intérêts personnels, il ne peut pas couper tous les liens avec la Guinée. Ça peut être aussi des entreprises étrangères qui aident aujourd'hui en tout cas à l'économie guinéenne de fonctionner, qui peuvent mettre en avant leurs intérêts. J'en veux pour exemple le cas russo-ukrainien où on a demandé pratiquement à toutes les entreprises occidentales de quitter. Mais il y en a qui y sont encore parce qu'elles estiment qu'en quittant... C'est pourquoi prendre des sanctions, c'est un. Maintenant, les appliquer, c'est autre. Vous avez aujourd'hui encore en Russie il faut intégrer des entreprises qui existent, des entreprises occidentales qui existent en Russie, qui disent qu'elles ne peuvent pas quitter parce qu'en quittant, elles perdent trop. Donc, cela peut aussi... ça peut être un cas de figure, je ne dis pas forcément que c'est le cas, mais ça peut être un cas de figure qui va quelque part peut-être affaiblir l'application de cette décision. Et non, de mon point de vue, de teneur que quand on réussira à les mettre en application. Ce qu'il faut comprendre justement par rapport à cette décision, quand la CEDEAO prend une décision, elle est directement, automatiquement entérinée par l'Union africaine, et je pense que la communauté internationale aussi en prend note. C'est ce que veut le principe. C'est ce que veut le principe, en tout cas, de subsidiarité. Oui, Basekou, là-dessus. Alors, moi je pense que il faut évaluer la transition qui est menée par le CNRD. Est-ce qu'on peut se poser la question aujourd'hui qu'il y a un an, est-ce qu'on pouvait éviter à la Guinée, notamment les sanctions aujourd'hui qui sont annoncées de façon graduelle par la CEDEAO? Moi je me dis que oui. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'on a constaté qu'on a des militaires qui ont pris le pouvoir le 5 septembre 2021, qui ont donc évincé le président Alpha Condé, qui s'est octroyé un troisième mandat. Donc des militaires qui sont arrivés, qui ont bénéficié donc de la confiance du peuple de Guinée, mais en réalité, les engagements qui ont été pris, notamment par le CNRD, au fil du temps, on s'est rendu compte que, en réalité, les engagements n'ont pas été respectés. Je le disais, qu'est-ce qui n'a pas été fait ici durant l'an 1 du CNRD, pour qu'on revienne, notamment aux valeurs fondamentales de la transition, travailler à ce que nous puissions avoir, qu'on appelle, une transition apaisée et inclusive au pays. Des manifestations ont été organisées, il y a eu des tueries. Qu'est-ce qui n'a pas été fait? Je pense aujourd'hui en grande partie, c'est le CNRD qui est entièrement responsable, en tout cas, de ce qui est arrivé, non seulement par rapport aux actes qui ont été posés, mais par rapport également à la nature du discours également qui... Surtout les plus récents. Des discours qui ont été tenus, des discours de Maurice Sandan, du ministre des Affaires étrangères. En réalité, moi, à mon avis, qui n'a pas été suffisamment un très bon diplomate aujourd'hui, parce qu'en réalité, c'est lui qui devrait prendre le devant pour notamment faire des démarches diplomatiques auprès notamment de la CEDEAO pour assurer les chefs d'État de la CEDEAO que la Guinée est en train de veiller aujourd'hui pour arriver à cela. L'autre chose, au-delà des sanctions, c'est que au plan interne, ce qui va se passer, c'est que le processus de dialogue inclusif aujourd'hui qui est annoncé va être du mal. On aura toutes les peines aujourd'hui à démarrer ceci. Et je l'ai dit, Bernard Gomou n'est plus un interlocuteur crédible aujourd'hui devant les grandes coalitions politiques, mais aussi les acteurs de la société civile, parce qu'en réalité, il vient notamment de remettre totalement en cause la marge de confiance qu'il avait devant ces acteurs politiques. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Le CNRD a deux options. La première option, parce que au regard des discours qui ont été tenus, est-ce que le CNRD va accepter notamment de revenir à de meilleurs sentiments pour que les sanctions qui ont été annoncées après un mois d'évaluation, qu'on nous évite ces sanctions, qu'on nous les lève et qu'on n'en prenne pas d'autres. Voilà. Ou encore ce sont des discours de nationalisme qu'on va tenir, continuer à parler au nom du peuple souverain de Guinée. Encore, on va radicaliser la CEDEAO et puis on va nous faire prendre d'autres sanctions. Parce que jusque-là, les sanctions qui sont annoncées, parmi ces sanctions, peut-être les sanctions qui pourraient directement impacter le peuple de Guinée,
ce sont justement l'interdiction de financement par cette banque de la CEDEAO, parce que... Et les transactions financières. Et les transactions financières. Après, à un second degré. Parce que ces banques-là, quand même, financent des projets de développement. Et qui parlent de projets de développement, ce sont en tout cas des activités au bénéfice du peuple de Guinée. Donc, je pense qu'aujourd'hui, que le président du CNRD, qui sera le seul responsable, en tout cas, de l'échec de cette transition, je ne le souhaite pas, doit en réalité, aujourd'hui, réfléchir à tous les paramètres qu'il faut pour qu'on puisse vraiment revenir aux valeurs fondamentales d'une transition inclusive et apaisée. Je pense que les discours de va-t-en-guerre n'ont plus de sens. Les discours de nature à radicaliser les positions n'ont plus de sens. Je pense qu'il faut revenir à de meilleurs sentiments pour que nous puissions reprendre le bon chemin, parce qu'en réalité, on s'est complètement égaré. Alors, on s'est égaré, oui. Et là, par rapport à ce que Basseko est en train de dire, il faut baisser le ton, il faut modérer le discours. Je n'en suis pas sûr que ça va arriver, puisque cette décision qui est tombée là, il faut s'attendre à une réplique sanglante de la part de la primature. Je ne crois pas. Ils vont le faire, ils l'ont toujours fait. Parce qu'on a vu pour la première fois, quand Ambalo a déclaré devant Emmanuel Macron qu'il s'était entendu avec les autorités guinéennes sur le chronogramme de 24 mois, il y a quand même eu des communications. Et puis, nous avons vu ici que le colonel avait appelé à coordonner la communication gouvernementale. Vous n'attendez aucun assouplissement des ça ne se fait pas, ça ne se fait pas. Et ça amène... le pays risque par rapport à cette communication qui va en cascade. C'est pas bien. Ça va aller encore en crescendo, c'est pas bien ça. Yara Grassi qui ne s'attend pas à la déradicalisation de la position du CNRD. Alors oui, Mamadou Diambali, est-ce qu'on peut imaginer, qu'en gouvernant qu'ils sont aujourd'hui, le CNRD s'était projeté dans ce schéma-là de sanctions que nous voyons là, et peut-être qu'il s'y est préparé en se disant on a déjà aménagé nos portes de sortie, on va pouvoir résister, c'est un pays de résilience, ainsi de suite. Est-ce qu'on peut déjà penser qu'ils sont dans cette prédisposition et qu'eux, ils ne sont pas forcément surpris? Oui, le colonel en tant que militaire, stratège, vous savez, gouverner, généralement, on s'inspire des stratégies militaires. Donc, ils ont toujours d'ordinaire un coup d'avance sur ce qu'ils arrivent à anticiper. Donc, c'est pas exclu qu'ils aient aussi leur schéma et ainsi de suite. Mais ce qui... Des schémas qui seront dits de résilience. Des schémas certainement aussi qui seront bien, dits de résilience. Aussi bien de résilience, mais aussi sur le plan diplomatique, d'aller vers la CEDEAO, la communauté internationale, pour aussi, comment dirais-je, les appeler à infléchir leur position. Parce qu'on ne peut pas vivre en vase clos aujourd'hui. Maintenant, par rapport à Bernard, j'ai entendu Madame trop le condamner, mais Bernard Goumou, il a besoin de plaire. Non, mais ce n'est pas comme ça. Écoutez, on a jeté un pâture. Laissez-moi parler. On va laisser terminer. Il y a Bongo qui rappelle dans ses mémoires que Georges Pompidou, qui avait succédé à De Gaulle, était sur son lit de mort. Il lui a dit, entre un premier ministre politiquement intelligent, mais qui soit une anguille, c'est-à-dire insaisissable, et celui qui claque les talons, vous allez choisir lequel. Bongo lui a dit celui qui claque les talons, c'est-à-dire celui qui... C'est-à-dire j'oubliais, il disait un premier ministre qui dit je sans citer son président, c'est-à-dire celui qui est politiquement intelligent, et celui qui claque les talons, c'est-à-dire celui qui est là à obéir à tout ce que le président dit. Bongo lui a répondu, je préférerais celui qui claque les talons. C'est ainsi que Pompidou s'était débarrassé de Jean Chaban Delmas au profit de Pierre Mesmer. Donc c'est pour vous dire que M. Goumou, il est dans son rôle. Donc c'est un peu le comment il s'appelle là, celui qui est l'ancien PM du Mali, Choguel, c'est le Choguel de la Guinée. Voilà, c'est quelque part. Même si c'est pas la même histoire, c'est pas la même trajectoire. Monsieur Goumou, il m'a pas l'air de quelqu'un d'un rentre dans le choguelisme. Mais il est obligé. Voilà, il rentre dans le choguelisme en ce moment, parce que là c'est peut-être quand vous voyez ce communiqué, il y a un point qui dit, donc le point 9, à l'issue des échanges qui ont suivi l'examen du rapport présenté par le médiateur de la CEDEAO pour la Guinée sur la situation dans cet État membre,
et notant des progrès insuffisants, est-ce que ces progrès insuffisants dont il est question, même si c'est un secret de polichinelle, le rapport du médiateur a définitivement consacré ces progrès insuffisants? Est-ce que dans son rapport, le médiateur, parce qu'on l'a dit ici, le communiqué que le médiateur a publié en partant, c'est une chose. Mais le rapport qu'il fait au chef d'État peut doucement contenir des détails et des appréhensions et peut-être des conclusions qui puissent orienter la décision du chef d'État. Donc, ce rapport est-il favorable ou trop défavorable à la transition? Puisque vous vous rappelez toutes les anicroches, tous les obstacles que le médiateur a dû franchir pour pouvoir rencontrer les différentes parties prenantes en Guinée ici. Et l'autre point qui interpelle mon attention dans ce communiqué, vous voyez ce point précis, et c'est le dernier, le point 20, qui dit, est-ce que c'est une façon pour la CEDEAO de répondre à la présidence de la République suite à la sortie du colonel Amara Kamara et au Premier ministre Goumou, puisque la conférence des chefs d'État dit, ça peut paraître protocolaire, mais dans le contexte actuel, et après les missiles... En regardant l'actualité fraîche. Et après les coups de canon, en tout cas déclenchés contre Ambalo, ceci peut avoir la tonalité d'une réponse de la conférence des chefs d'État en direction donc de la primature et de la présidence. Puisque le point 20 dit, le chef d'État et de gouvernement rendent un vibrant hommage à son excellence Umaru Sissoco Ambalo, président de la République de Guinée-Bissau, président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, pour son leadership dans la gestion des affaires de la communauté. Ouais. C'est une réponse. Ouais, donc il sort parce qu'en fait dans l'une des sorties, il est clairement dit que Ambalo est une sorte de porte-parole des chefs d'État et donc ils se mettent à sa place de porte-parole. Quand les chefs d'État auront fini et décidé unanimement quelque chose, il portera cette parole. Donc en fait c'est pour leur dire certainement. Mais mieux que ça. Et Akumba est revenu là-dessus pédagogiquement tout à l'heure en revenant sur les instances de la CEDEAO, comme quoi il n'est pas que porte-parole. Mais il faut quand même dire que Ambalo peut bien être mis en minorité. C'est-à-dire qu'il peut avoir un point de vue qui ne sont pas partagés et que la conférence des chefs d'État décide autrement. Bien sûr. Donc de ce point de vue, on peut comprendre peut-être ce que Amara pense, qui disent que quand les chefs d'État ne sont pas encore prononcés, donc Ambalo ne peut pas se prononcer. Oui, mais en même temps... Moi je dis, en fait je comprends de ce point de vue. Parce que c'est possible que Ambalo ait un point de vue et que la conférence décide de faire autre. Et que ce soit le point de vue de la conférence qui passe. C'est pourquoi je dis, je comprends. Je ne dis pas que c'est forcément la vérité. Bien. Mais de ce point de vue, je comprends. Mais je dis encore une fois, je suis convaincu que ces sorties hier en cascade de Amara et de Goumou étaient des signes pour dire que les sanctions étaient inévitables et que la Guinée n'avait plus rien à perdre. Moi, c'est comme ça que j'ai compris. Alors je voudrais préciser du point de vue pratique. Oui. La voix du président de la conférence des chefs d'État est prépondérante. Ça veut dire qu'elle fait la victoire des votants. Là où il vote, c'est là où que ça gagne. Il a un veto. Bien. Il a une voix prépondérante. Il a un droit de veto. Non, en fait, moi je voulais terminer pour dire que la Guinée n'était pas forcément, en tout cas c'est ma lecture, il n'était pas forcément préparé à tout cela quand on dit que la sortie de colonel Amara Kamara et Goumou hier sont une parfaite illustration du fait que les sanctions contre la Guinée étaient, c'est-à-dire on pouvait les éviter. Je ne pense pas que ça était inévitable. Je ne pense pas que moi, c'est pas ma grille de lecture. En fait, ce qui s'est passé... Si ces sorties n'avaient pas lieu, ils auraient pu surfer... Trouver un mécanisme... Non, je veux dire, surfer sur le fait qu'ils ont mis en place le cadre de dialogue inclusif. Ça, c'est inclusif et peut-être demander une sorte de comment on va dire, de report de ces sanctions-là. Si ces propos, on va dire, ces injures publiques n'avaient pas existé. Non, mais regarde ce qui s'est passé juste après les deux sorties ratées. Après,
c'est la CEDEAO qui sort un communiqué en annonçant notamment des sanctions contre la Guinée. Ça a été automatique. Mais avant tout ça, déjà Ambalo et le palais Mohamed V, il n'y avait plus de communication. Non, c'est vrai qu'il n'y avait plus de communication. Puisque Ambalo l'a rappelé dans son interview, depuis qu'il a quitté Conakry en septembre, il n'a plus eu de contact. Parce que c'était devenu un problème de personne. C'était devenu un problème de personne, alors que c'était en réalité une institution qui devrait statuer sur le problème de la Guinée. Moi, pour terminer, il faut que nos dirigeants ouvrent les yeux et qu'ils comprennent qu'en réalité, qu'ils n'ont pas droit à aller dans un bras de fer avec la CEDEAO. Encore moins parce que les décisions qui sont prises par la CEDEAO, notamment, vont être... c'est-à-dire que les autres institutions financières internationales vont s'aligner sur les décisions qui sont prises par la CEDEAO. Ça a tout le temps été comme ça. Je pense qu'il est dans l'intérêt de personne aujourd'hui. Il faut faire profil bas. Il faut faire profil bas. On n'a pas besoin de discours va-t-en-guerre. Moi, j'aimerais... les sanctions... J'aimerais certainement... Ils sont allés en bras de fer avec l'institution sous-régionale parce qu'ils estimaient que la formule n'allait pas changer et que la sanction qui sera appliquée à la Guinée va faire souffrir beaucoup plus la population que eux. Maintenant, c'est la grande surprise puisque c'est des sanctions individuelles. Bien, oui, Akoumba. Moi, j'aimerais dire au colonel Amara qu'il est très beau. Très beau. J'imagine très bien formé, en tout cas du point de vue militaire. Il est très jeune, donc il a tout l'avenir devant lui. Je pense qu'il a à se référer beaucoup plus à ceux qui l'entourent, notamment les anciens. Et le premier conseiller, ça peut être un papa ou une maman. Je pense qu'il a tout l'avenir devant lui. Il serait bon qu'il parle moins que nécessaire. Et au Premier ministre Gomu, j'aimerais bien dire qu'il est assez jeune et homme d'affaires, qui a réussi dans les affaires, je l'imagine. Et je peux lui dire en tant qu'ami qu'il n'a pas besoin d'être ébouilleur pour s'illustrer dans la gestion des affaires de l'État. Ce n'est vraiment pas normal. Alors, les sanctions sont connues, au premier degré en tout cas, leur teneur aussi. Alors, qu'est-ce qui va être donc la réaction des autorités de la transition? Est-ce qu'ils vont donc, si vous voulez, réaménager les choses pour normaliser la transition? La question est posée.